Bonsoir tout le monde. Donc, oui, on est en direct. À toi la parole, Soumeya. Alors, plusieurs personnes nous ont demandé de faire un live sur la pleine conscience et la méditation. Donc, ça sera le thème d'aujourd'hui avec le professeur Avignon et docteur Attalin. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Ça serait l'occasion d'y répondre en direct. Je vous laisse la parole ou je vous dis quelques questions? Non, pas besoin, vas-y. D'accord. Donc, Ouais, première vas-y, vas-y. question de ma part, est-ce que la pleine conscience est une méditation? Ok. La deuxième question, donc concrètement, du coup, comment peut-on appliquer cette approche sur l'alimentation? Alors, troisième question. Donc, il y a eu plusieurs études, des essais cliniques qui ont prouvé que cette approche méditative réduit le stress et notamment les maladies liées au stress, comme les maladies chroniques. On a l'obésité, le diabète, l'hypertension. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que la méditation fait maigrir? Si Et dernière seulement question. la méditation pouvait nous apporter, faire maigrir, bon, on aurait du monde qui méditerait, hein. D'accord. Et dernière question posée par une personne. Alors elle dit, quand je ferme les yeux, je n'arrive pas à être pleinement présente à mon corps. Mon esprit vagabonde à gauche et à droite. Que faire? Je me demande si cette personne n'a pas un esprit humain. C'est peut-être un être humain qui nous a dit ça. Oui, tout à fait. Parce que L'esprit qui peut-être saute elle comme un ressent singe un d'argent. échec. Hein? Allez, vas-y, Soumeya, pardon. Je vous en prie. Peut-être elle ressent un échec sur sa pratique méditative. On n'échoue jamais dans la pratique méditative. D'accord. On observe ce qui se passe. Et quand on a le sentiment d'échouer, on observe qu'on a le sentiment d'échouer. Et c'est une réussite d'observer qu'on a le sentiment d'échouer. On n'échoue jamais dans la pratique méditative. On observe. Et du moment qu'on a observé, et on observe toujours quelque chose, on observe qu'on a le sentiment d'échouer. Super, génial. D'accord, On ne merci. fait que réussir dans la pratique méditative. Ouais. Et on n'attend rien, ni de maigrir, ni rien. Et puis, si on se dit qu'on attend quand même de maigrir, ben c'est super, on observe qu'on attend de maigrir. C'est ça qui est génial avec la méditation, c'est qu'on a toujours gagné. D'accord, c'est très intéressant. Et si ça nous énerve, on observe que ça nous énerve. D'accord. Ça y est, tu as fait le tour des questions, Soumaya? Oui, donc je vous laisse la parole pour nous parler encore plus de cette approche. Ouais. En plus, oui, de méditation, on avait dit de méditation et orientée un petit peu autour de l'alimentation, quand même, qui est notre sujet de prédilection et en tout cas les compétences. Donc peut-être déjà pour dire pourquoi on parle de méditation et qui parle de méditation. Donc c'est vrai que moi je suis professeur de nutrition et donc co-créateur d'Avitam avec Vincent. Et puis je suis tombé dans la méditation. Ça doit faire 8 ou 9 ans, un petit peu. Alors, rien n'est hasard, ou tout est hasard, je ne sais pas, mais j'allais dire un petit peu par hasard, mais parce que en tout cas, par pratique professionnelle, parce que non, je m'occupe du service de nutrition diabète au CHU de Montpellier. Et puis, je m'étais aperçu que les personnes qui nous consultent, d'ailleurs que ce soit avec un diabète ou avec un problème de poids, ont souvent un niveau de stress extrêmement important. Et puis, il y avait une interne qui était en stage dans le service et qui faisait un diplôme d'université sur les thérapies TCC, cognitivo-comportementales. Et puis, j'ai discuté avec elle. Et puis, dans tout ce qu'elle me racontait dessus, je trouvais que les techniques qui étaient dérivées de la pleine conscience, ce qu'on appelle les TCC de la troisième vague, étaient très intéressantes. Donc, je me suis un petit peu renseigné. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une technique qui s'appelait le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction.
Alors, cette technique, elle m'a intéressé parce que déjà, je travaille quand même à l'hôpital, je suis à l'université et j'ai un peu une formation scientifique, un peu ou beaucoup, et j'aime bien un petit peu ce qui est cartésien. Et cette technique du MBSR bénéficiait de publications sérieuses, avait été mis au point par quelqu'un qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui est professeur au MIT à Boston, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui est un centre de référence, l'une des universités les plus réputées au monde. Et donc, ça m'a donné confiance. Et je me suis renseigné sur cette technique du MBSR, qui est maintenant très, très bien connue et très diffusée. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un sur Montpellier qui pratiquait. Et donc, je suis tombé sur Béatrix Toto, et qui en plus s'était formé à Boston auprès de John Kabat-Zinn. Donc ça me convenait parfaitement d'avoir vu cette technique mise au point par un professeur d'université qui était professeur de génétique au départ, John Kabat-Zinn, et puis qui s'est intéressé, lui aussi, en voyant que le stress jouait une grosse importance dans toutes les maladies qu'on rencontrait, et qui s'était intéressé, lui-même méditant, avec des méditations de type oriental. Donc j'étais voir Béatrix Toto et je lui ai dit, tiens, cette technique que j'avais juste lue dans les livres m'intéresse. Et j'ai dit, je pense que ça serait pas mal de faire ça pour nos malades. Et j'ai été la voir en lui disant, tiens, est-ce que vous pourriez venir dans le service pour en parler ou pour faire des groupes? Et puis Béatrix a eu la grande idée de me dire, mais comment vous allez demander de faire aux patients dont vous vous occupez un truc que vous ne connaissez même pas, puisque vous avez juste lu dans les livres? Ça serait peut-être quand même pas mal que vous fassiez le cycle MBSR, donc il y a de ça 8 ou 9 ans, qui est un cycle en 8 semaines avec une séance par semaine et des pratiques quotidiennes à faire chez soi. Donc j'ai fait le cycle de MBSR au départ pour dire aux personnes qui venaient dans le service et pouvoir leur expliquer ce que c'était. Et puis je dirais que ce cycle de MBSR m'a changé ma vie. Mais je n'en attendais rien si ce n'est que Béatrix vienne dans le service. Et je crois que c'est quelque chose d'important, c'est de ne pas avoir trop d'attente quand j'entends la question, est-ce que je peux maigrir? J'en sais rien si je peux maigrir avec la méditation. Peut-être un bénéfice secondaire. En tout cas, moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'après ce cycle de MBSR, je dormais beaucoup mieux, j'avais beaucoup moins d'allergies, j'avais des prurites, j'en avais beaucoup moins. Je ne sais plus, j'avais des crampes quasiment toutes les nuits. J'ai plus de crampes. Je crois que depuis 8 ou 9 ans, j'ai dû avoir 3 ou 4 nuits avec des crampes. Avant, c'était 3 ou 4 fois par semaine. Donc, moi, très rapidement, ça m'a changé la vie. Et ça m'a montré l'intérêt de ces techniques, donc techniques de pleine conscience. Et du coup, j'ai plus jamais arrêté en continuant des pratiques quotidiennes ou quasi quotidiennes et en découvrant au départ, après le MBSR, en découvrant la méditation zen, le zazen, où on a une très grosse importance de la posture et de la respiration, mais tout est dans la posture. Et puis maintenant, depuis 2 ans, la méditation plutôt dite vipassana, qui correspond à faire des balayages corporels, je dirais, répétés, mais tout ça étant extrêmement rapide. Et donc, avec des groupes qu'on implémente dans le service, toujours avec Béatrix Toto, orientés autour de l'alimentation, avec un programme de méditation en pleine conscience autour de l'alimentation qu'on appelle donc du MB Eating. Donc voilà en mots d'introduction comment on est arrivé à l'implémentation de l'alimentation en pleine conscience, de la pleine conscience dans le service, donc par des discussions, une ouverture, et comme quoi il faut savoir écouter. Je dirais que c'est un peu comme notre histoire autour de la vie avec Vincent, où c'est, tiens, à chaque fois, c'est une collaboration avec un interne qui me conduit finalement à découvrir des choses, comme quoi c'est pas le professeur, et ça justement, je crois aussi, c'est des choses de la pleine conscience, c'est pas le professeur qui sait qui va amener quelque chose, c'est peut-être plutôt le professeur qui va échanger avec toute personne, y compris les personnes en formation, puisqu'avec Vincent, c'est pareil, c'est en échangeant autour de la prise en charge, où on a dit, tiens, ça serait bien d'avoir des plateformes en ligne, et Vincent, il a dit, ouais, super, c'est un truc qui m'intéresse, et Vincent était interne à l'époque. Là, c'est en discutant avec une interne qui en savait plus que moi sur les approches comportementales, qui m'a expliqué les différentes philosophies que j'ai pu découvrir
et implémenter dans le service. Donc voilà pour mon approche. Et je ne sais pas si Vincent, tu veux dire quelques mots sur tes connaissances et sur ce que tu penses, toi, au vu de ces techniques de méditation. Alors, moi, mon histoire, elle est un peu différente. Moi, je suis parti avec un a priori extrêmement négatif sur la méditation et la pleine conscience initialement, parce que je crois que j'avais peur. J'avais peur de découvrir des choses, peut-être découvrir des émotions en moi, découvrir des choses qui auraient pu me faire souffrir, en fait. Et c'est vrai que de rester une demi-heure à prendre conscience de ce qui se passe dans le corps, ben, ça fait faire des émotions, il y a des choses qui sortent. Moi, finalement, j'ai une pratique méditative qui est extrêmement différente que de celle d'Antoine et je crois qu'il n'y a pas de comparaison à faire. J'ai trouvé ma façon à moi de méditer ou d'être en pleine conscience et pour ma part, je ne programme jamais de séance de pleine conscience. Je le fais peut-être 50 ou 100 fois dans la journée à raison de peut-être quelques secondes à quelques minutes. Et je ne le fais que quand j'en ressens le besoin ou quand ça paraît important pour moi. Et je me rends compte que je le fais de plus en plus et au quotidien et dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, c'est-à-dire avec des personnes en consultation. Et c'est un moment qui me permet d'être en phase avec les personnes qui sont en face de moi. Ça m'a beaucoup apporté dans ma vie parce que je suis peut-être encore un petit peu, j'étais une personne très à la recherche de beaucoup de choses, de performance, d'être efficace, d'aller vite, d'aller plus vite, voilà, en sorte, voilà, comme s'il y avait une recherche de perfection ou de performance. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des choses qui ne m'apportait pas forcément grand-chose. Et le fait de me raccrocher à ce qui était sur le moment présent, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est bon pour moi, me permet au quotidien de vivre avec un plus grand plaisir les choses du quotidien. Il faut le raccrocher, en tout cas moi dans mon histoire, il faut le raccrocher avec toutes les thérapies de dernière génération et notamment l'ACT, qui est l'Acceptance and Commitment Therapy. On pourra d'ailleurs peut-être faire une conférence Facebook là-dessus si ça vous intéresse. Ce sont des thérapies qui permettent de se rapprocher de ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui est dans notre entourage, ou pourquoi est-ce que finalement on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on prend des décisions. Et finalement, c'est tout cet ensemble de choses qui m'a permis d'être peut-être un peu plus équilibré et de pouvoir, je pense, accompagner avec plus de profondeur les personnes que j'ai en face de moi en consultation. Merci. Moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, parce que tout à l'heure, il y a eu un commentaire, je reste un petit peu accroché dessus, c'est ce que je vais pouvoir perdre du poids en méditant. Et moi, j'entends un petit peu quelque chose que tu as dit, c'est que j'ai finalement, avec la méditation, arrêté de vouloir obtenir certaines choses. Et d'ailleurs, peut-être les as-tu obtenues en arrêtant de vouloir les obtenir. Et je crois que c'est extrêmement important dans la perte de poids. C'est souvent quand on arrête et qu'on lâche cet objectif qu'on l'obtient. Alors, Soumeya, sans trahir un secret, je crois que tu as des petits intérêts pour la méditation aussi, puisque je crois que tu es volontaire pour faire une formation dans le domaine l'année prochaine. Alors, tu as peut-être un petit mot à nous dire aussi sur ce que c'est pour toi, comment tu le vis, si tu as quelques mots à nous dire. Ouais. Alors, moi, j'ai commencé la méditation très jeune. C'était à cause de ma mère. À 19 ans, bon, je comprenais rien. Je savais pas c'était quoi la méditation. Mais elle nous a dit de faire la méditation. C'était bien. Elle nous a enseigné la méditation, une sorte de méditation qui s'appelle la méditation transcendantale. Donc, c'est grâce à ma mère que j'ai connu ça. Au début, je comprenais pas, j'aimais pas du tout. Je trouvais ça n'importe quoi.
Mais après, ça m'a vraiment aidé par la suite de me déstresser. Et j'ai remarqué qu'elle a augmenté ma concentration et ma vigilance aussi. Euh, donc voilà ce que je pourrais dire à la méditation. Par la suite, je me suis vraiment intéressée par cette approche. Du coup, j'ai commencé à lire plusieurs livres sur ça et écouter plusieurs conférences sur la méditation, tout type de méditation. Voilà. Merci. Merci. Alors, un petit bonjour à Marie à Beyrouth, hein, que je vois qu'elle est en train de nous écouter. Donc, et à toutes les autres personnes aussi, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc, un petit peu de. Tu nous retiens les questions avec. Je vais partager mon écran. Je vais regarder un petit peu quelques petits éléments de la Alors, on a une, méditation. Oui, vas-y, je t'écoute. on a une première question, c'est comment pratiquer la méditation par une personne qui nous suit. Euh, Comment pratiquer la méditation? Comment pratiquer la méditation. Alors déjà, avant de trop faire de blabla, on va peut-être respirer un petit peu et puis aborder cette question en même temps. Comment pratiquer la méditation? Il y a des tonnes et des tonnes de manières, mais avant que je partage mon écran, il serait tout à fait logique que les quelques personnes qui sont présentes, on se pose quelques secondes pour justement, je ne sais pas si c'est méditer, en tout cas se centrer sur nous. Donc je propose à tous ceux qui écoutent de s'asseoir, je dirais le plus dignement possible, en décollant le dos du dossier de leur siège s'ils sont sur un siège. Ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ont besoin d'appuyer leur dos, encore une fois, j'assiste, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à écouter obligatoirement, il y a à observer ce qui se passe. Donc de se tenir dans la position la plus droite possible ou la position qui est la plus digne possible pour chacun. Et puis ce que je conseille, c'est d'avoir la tête bien droite. Et une fois qu'on a trouvé cette position où on se sent confortable, alors attention, confortable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune sensation désagréable nulle part. Ça veut dire qu'on a trouvé une position où on se dit qu'on va pouvoir ne pas bouger. Et puis, s'il y a une sensation désagréable, on va tout simplement la laisser exister. Les sensations désagréables ont le droit d'exister et on va la laisser exister, on ne va pas se battre contre. Et donc ensuite, on va essayer de ne plus bouger. Ceux qui veulent fermer les yeux, ferment les yeux. Les autres, autrement, regardent en bas, plutôt vers le bas, devant eux, à 1 mètre 50 devant eux. Et puis, on va se centrer sur sa respiration. Et il y a 3 zones un petit peu où vous pouvez centrer votre attention. L'air qui entre et qui sort au niveau du nez. Ou alors la poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque inspiration et à chaque expiration. Ou alors le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque inspiration et à chaque expiration. Une fois que vous avez choisi l'une de ces 3 zones, celle qui sera la plus confortable pour vous, vous essayez de garder votre attention centrée sur cette zone et d'être en pleine attention sur cet air qui entre et qui sort à chaque inspiration et à chaque expiration. Vous pourrez constater que très rapidement votre attention échappe,
qu'il y a des pensées qui passent. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Il y a toujours des pensées. Vous regardez la pensée avec gentillesse, sans jugement. Votre pensée n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste une pensée. Et puis une fois que vous avez regardé cette pensée avec gentillesse, sans jugement, vous ramenez votre attention sur la respiration dans la zone que vous aviez choisie, sans changer de zone. Et puis à nouveau, immanquablement, votre esprit échappe, des pensées passent dans la tête. Et toujours avec gentillesse, vous regardez la pensée passer, comme un nuage qui passe dans le ciel, et vous ramenez votre attention sur la respiration. Vous allez passer votre corps en revue, toujours sans jugement, regardant dans chaque partie que je vais citer les sensations qu'il y a. Il peut ne pas y en avoir, il peut y en avoir. Elles peuvent être agréables, elles peuvent être désagréables. Vous les regarderez sans les juger, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Ce sont juste des sensations. En commençant par votre tête. Votre cou. Vos épaules. Vos bras, des épaules jusqu'au coude. Vos avant-bras, des coudes jusqu'aux poignets. Les poignets. Les mains avec les doigts. Le thorax qui se gonfle et qui se dégonfle. Le ventre et le bas du dos. Le bassin avec les fesses au contact de la chaise ou du support sur lequel vous êtes. Les cuisses, du bassin jusqu'aux genoux. Les genoux. Les jambes, des genoux jusqu'aux chevilles. Les chevilles. Et les pieds avec le contact sur le sol. Vous essayez de voir dans ce corps s'il y a une zone qui vous attire plus que l'autre, agréable ou désagréable, peu importe, en laissant juste cette zone être ce qu'elle est. Puis vous écoutez le bruit autour de vous et vous regardez dans la pièce ou dans l'endroit où vous êtes autour de vous. Et vous revenez à notre réunion Facebook. Alors quelqu'un dit, moi je le fais avant de dormir, je me déconnecte de tout, je me concentre à enlever le négatif. Merci beaucoup pour cette méditation. La pensée parasite. Alors c'est super d'avoir fait ce commentaire. On en reparlera peut-être. Des événements négatifs, des pensées parasites, on en a tous.
Et quand on a une pensée, c'est très difficile de la chasser. Et le principe de la méditation est plutôt de lui laisser sa place que de tenter de la faire partir. La pensée négative, le ressenti négatif fait partie du vécu humain et elle a certainement droit à sa place et elle veut certainement nous dire quelque chose. Et donc, toujours laisser la place à ce qui arrive plutôt que d'essayer de lutter contre. Alors, on va parler un petit peu de méditation autour de l'alimentation, mais on pourra s'éloigner de l'alimentation. Mais l'alimentation est vraiment un bon exemple de ce qui peut nous arriver. Alors, je lis un petit peu les questions qu'il y a. Est-ce obligatoire de se retrouver seul pour pratiquer la méditation? Absolument pas. Il y a les méditations seules, il y a les méditations en silence, il y a les méditations guidées, il y a les méditations de groupe. Et chacune est une expérience. Et ce qui compte, c'est de vivre l'expérience telle qu'elle arrive, que l'on soit seul ou que l'on soit avec quelqu'un. Il y a des retraites qui se font à plusieurs et qui ont tout à fait leur intérêt et qui sont tout à fait intéressantes. Alors pourquoi, alors je vais remontrer des choses qu'on a un petit peu déjà vues. Pourquoi parler de manger et de pleine attention? C'est que nous sommes dans un environnement où il n'y a plus de place pour l'alimentation. Il faut toujours aller plus vite, il faut toujours travailler plus, et on n'est jamais à ce qu'on fait. Et l'alimentation, c'est fait en travaillant, en regardant la télévision, en lisant le journal. Et on n'est certainement pas dans l'instant présent, très souvent quand on mange. Et on n'est souvent jamais dans l'instant présent, hein. J'ai déjà montré ça. Quand je suis au travail, je pense à mes loisirs. Quand je suis au loisir, je pense à ce que je vais faire le soir. Et quand je suis le soir, je pense au truc du boulot que je n'ai pas fait. Et pour l'alimentation, c'est exactement pareil. Ça aussi, c'est des choses que j'ai déjà montrées, que beaucoup ont déjà vues. Mais nous sommes dans un environnement qui est construit pour nous piéger et qui est particulièrement construit pour nous piéger sur le plan alimentaire. Il y a de la publicité partout, il y a de la disponibilité alimentaire partout. Vous allez au cinéma, on vous propose à manger des choses pas forcément de qualité, en grosse quantité. Et comme on va vous mettre devant un film qui souvent crée de l'émotion, on sait que vous allez manger. On vous fait aller faire de l'activité physique, on vous fait payer des abonnements dans les salles de sport grâce à la publicité. Vous prenez votre voiture pour y aller, vous prenez les escaliers roulants pour monter dans la salle de sport et on consomme le sport comme on consomme le reste. L'alimentation devant la télévision, on a déjà parlé, la publicité qui se retrouve partout. À côté de ça, l'alimentation est utilisée très souvent comme un moyen dans notre société disponible partout pour gérer les émotions. Et quand on parle de méditation, je vous ai tiré de ce livre qui s'appelle Les Sutras Zen, cet extrait. On donne un bonbon pour calmer les pleurs des enfants. Moi, je suis toujours un peu frappé de voir les écoles, les nombres de biberons colorés, orange, rose et tout, où on met du sucré pour donner aux enfants, pour les calmer, pour calmer les pleurs des enfants. Alors, c'est certain, ils arrêtent de pleurer quelques instants, puis ça recommence parce que ce n'est pas réellement ce qu'ils désiraient. Puis on va leur donner des jouets, puis des objets de plus en plus élaborés. Je vois aussi de plus en plus d'enfants à qui on plante le téléphone, le smartphone avec une bande dessinée, avec un jeu interactif. Et puis l'insatisfaction demeure. Car pour les enfants, ce qui est difficile à combler, finalement, c'est de donner de l'amour. Et si on utilise tout ce qui est sucré, tout ce qui est un peu substitut pour remplacer l'amour, eh bien, c'est des personnes qui, quand elles vont grandir, vont toujours avoir ce vide qu'elles vont avoir besoin de combler, qu'elles vont combler comme elles ont appris à le combler, par des écrans, par des tablettes et par de l'alimentation sucrée ou grasse et sucrée, qui marche très bien sur l'instant, comme c'est écrit là. Quand on est adulte, c'est pareil. Si je prends un aliment gras, sucré, il va me combler ce manque, il va me satisfaire sur l'instant.
mais très vite, le vide va, se, va, va revenir. Alors, le poids et le contrôle du poids, c'est lié à des dizaines et des centaines de facteurs. L'image qu'on a, le temps, les divertissements, la production alimentaire, le pouvoir d'achat, les aliments raffinés où il n'y a plus de fibres, la place de l'activité physique qui est réduite, l'éducation, le ressenti de la satiété, différentes maladies. Je ne vais pas tout vous passer en revue, mais les causes sont extrêmement multiples et notre environnement joue de façon extrêmement importante. Beaucoup de personnes vont être amenées à avoir une sorte de culpabilité face au poids et se dire je suis responsable et il me faut un petit peu de volonté pour maigrir. Alors, j'ai trouvé important dans cette approche sur un petit peu la pleine conscience autour de l'alimentation, de voir est-ce que contrôler son poids est une histoire de volonté. J'aime bien me baser sur des citations sur des philosophes, et là j'ai repris des éléments qui sont dictés par Sartre sur ce qu'est la volonté. La volonté, c'est décider aujourd'hui ce que je ferai demain et les jours suivants et de s'y tenir. Alors comment je fais pour faire ça? Ça sous-entend des choses que c'est que ce que je veux aujourd'hui, c'est également ce que je voudrais demain et les jours suivants. Le problème, c'est que je fais une projection sur le futur. Et quand on parle de pleine conscience, ce qui est important, c'est l'instant présent. Et je ne peux savoir, je ne peux décider de faire une chose, en tout cas, je ne peux faire qu'une chose. Les seules actions que je peux faire, c'est tout de suite et maintenant, c'est à l'instant présent. Je ne peux pas m'engager pour les jours suivants sur une durée longue, alors que je suis en changement permanent, et ça aussi c'est un principe dans la méditation, en particulier dans les philosophies orientales, c'est que tout change et tout change en permanence. Et moi-même, je change en permanence. Je ne suis donc pas celui que je serai demain, et encore moins celui que je serai après-demain ou dans un mois. C'est facile pour moi tout de suite, face à la diététicienne ou face au médecin, de dire je ne mangerai plus de produits gras sucrés et je vais me restreindre. Mais qu'est-ce que je serai quand je serai dans un mois en famille, à un anniversaire, à un mariage, à une fête? Comment aujourd'hui je peux décider qu'à ce moment-là, je ne participerai pas à une activité partagée où le repas sera central et où on aura préparé quelque chose qui fait partie de la relation culturelle. Donc, aucun existant actuel ne peut déterminer rigoureusement ce que je vais être et ce que je ferai dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois et encore moins dans un an. Donc, la volonté est déjà un regard vers l'avenir. Or, la pleine conscience est de se centrer sur ce qui se fait et sur ce qui se passe à l'instant présent et bien être sur ce qui se passe d'instant en instant, de ne pas ruminer le passé, de ne pas avoir des idées sur soi qui est je suis celui qui n'a pas de volonté, ce qui me plombe complètement, je dirais, ma capacité à agir, y compris au présent, de façon favorable pour moi. Et donc, pour toutes les personnes qui écoutent ou qui écouteront ou qui écoutent là, je veux dire que le problème de poids n'est certainement pas un problème de volonté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cet environnement qui est là pour nous perturber, pour nous faire manger? Donc, on ne peut pas changer l'environnement. Par contre, ce que l'on peut clairement changer, c'est la manière dont nous interagissons avec notre environnement. À chaque instant, nous pouvons décider de la manière dont nous interagissons avec l'environnement. Ce qui est extrêmement important, c'est par contre de savoir comment nous interagissons avec l'environnement. Or, toute la société de consommation est faite quelque part pour nous manipuler et que nous ne soyons pas en conscience dans les actions que nous faisons, mais que nous consommions sans trop réfléchir. C'est ça le but de la société de consommation. La pleine conscience, c'est prendre conscience de comment on interagit pour reprendre le contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Je vous donne tout à l'heure, je vous ai parlé de Jon Kabat-Zinn.
Et je vous donne la définition de John Kabat-Zinn, qui est donc ce scientifique américain du MIT, qui a vulgarisé dans la société occidentale toutes les techniques méditatives, en particulier à partir du MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction. Et donc, John Kabat-Zinn dit la pleine conscience, c'est l'état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à un peu tout juger, y compris ce qui se passe en nous et nous-mêmes. J'ai cette pensée-là, c'est bien, c'est pas bien. Et on a toujours le jugement sur nous-mêmes et sur les autres et sur ce qui se passe autour de nous. C'est bien, c'est mal. Or là, c'est porté sur ce qui se passe. Et quand on a fait la petite méditation, je vous ai dit, s'il y a une douleur, il y a une douleur. Je n'ai pas à juger si c'est bien d'avoir une douleur ou pas une douleur. S'il y a une pensée, que cette pensée soit négative ou positive, je ne la juge pas. Tiens, je suis en train de penser que je me tiens mal. Ok, j'observe que j'ai ce jugement-là, mais je ne rajoute pas, tu es nul parce que tu te tiens mal. J'observe, tu as la pensée que tu te tiens mal. Et puis, j'essaye de laisser passer cette pensée, pas de la chasser. Si elle reste, et j'observe qu'elle reste sur l'expérience qui se déploie instant après instant. Donc, c'est vraiment d'être centré, et c'est une chose que vous pouvez faire tout de suite. Est-ce que là, je suis en train d'écouter sans juger et en prenant juste les paroles qui viennent, ou est-ce que j'ai un jugement sur moi-même en train d'écouter, sur la personne qui parle? Est-ce que j'ai des jugements ou est-ce que je prends juste les paroles et que je me laisse juste imprégner par les paroles? Est-ce que si j'ai une douleur, je dis tiens, j'ai une douleur et que je laisse être cette douleur, ou est-ce que j'ai une colère que je rajoute sur cette douleur? Et tout qui vient aggraver les choses. Alors, quel est le but? Là, je passe à un autre auteur qui travaille sur une technique qui s'appelle l'acte, qui a publié un livre qui s'appelle Passer à l'acte, qui s'appelle Russaris. Le but de la pleine conscience, c'est d'augmenter la profondeur de la conscience de notre expérience dans le moment présent et pas présente, excusez-moi pour la faute, de sorte que nous percevions exactement ce qui se passe. Parce que si on se prend dans le flux et qu'on est dans nos pensées de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, on ne perçoit pas exactement ce qui se passe. On est centré sur le futur ou le passé, bien souvent, sans regarder ce qui se passe là, de façon à rassembler des informations importantes pour savoir s'il faut que je change de comportement ou que je persiste. C'est-à-dire que je me centre là sur tout de suite ce qui se passe et je décide de changer de comportement et non pas je me laisse emporter par ce qui se passe, des gâteaux qui passent que je mange sans réfléchir. Je prends conscience qu'on vient me proposer des gâteaux, je prends conscience qu'il y a des gâteaux et je décide ou pas, en tout cas en conscience de ce qui se passe tout de suite, de prendre le gâteau. Je m'engage pleinement dans ce que je fais pour augmenter l'efficacité de mes actions et mon épanouissement, me sentir bien dans ce que je fais. Le but derrière qui n'est pas ici, parce qu'on peut poser la question, vous savez, on parle de méditation et d'atteindre le nirvana. Qu'est-ce que c'est que le nirvana? Je ne sais pas si quelqu'un l'a atteint, mais on peut se poser aussi la question, c'est qu'est-ce que le bonheur? Et le bonheur, est-ce que ça peut s'atteindre? On pourrait discuter longtemps. En tout cas, le bonheur, s'il existe, je crois que l'ensemble des personnes qui travaillent dessus et qui réfléchissent, s'il existe, il est éphémère. Le bonheur, c'est un claquement de doigts et puis ça disparaît. La vie est faite d'oscillations, de plus et de moins. Et l'objectif de la méditation, c'est de savoir prendre conscience qu'il y a ces plus et ces moins et que nous sommes obligés de vivre avec. Et Russaris définit le bonheur, si on veut, comme une vie qui est riche et pleine de sens. Moi, j'aime beaucoup cette définition, une vie riche et pleine de sens. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie sans malheur, ce n'est pas une vie sans douleur. C'est une vie où je peux m'engager dans une direction, où je peux vivre l'instant présent, regarder l'instant présent et choisir ce que je vais faire. Et donc, je crois que le principe de la pleine conscience, c'est de savoir appuyer sur la touche pause dans notre vie. C'est de ne pas être pris dans le flux permanent des activités. Je voyais hier une dame en consultation, elle me disait, je ne peux jamais m'arrêter. Et elle me dit, j'ai vu des tas de médecins
y compris vous, y compris vos collègues, je ne maigris pas. J'ai même pris du poids depuis que je vous vois. Pour moi, il y a un lien entre le fait qu'elle me dit je ne peux pas m'arrêter et je continue à prendre du poids. Pour moi, gérer son poids nécessite absolument d'appuyer sur cette touche pause et de prendre conscience de qui je suis dans mes interactions avec mon environnement, avec moi-même, avec mes ressentis. La touche pause, pour moi, est essentielle, extrêmement importante. Alors, la pleine conscience peut-elle aider à reprendre le contrôle, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la toxicomanie, que ce soit sur un hyperactivisme. Et là, à nouveau, j'essaye de baser sur des gens qui s'occupent de méditation. Donc ici, il y a un moine zen qui est Taizen Deshimaru, qui met si votre pouvoir de conscience est fort, vous ne pouvez pas être pénétré par les 5 voleurs, le sexe, trop manger, avoir des honneurs, avoir des désirs et devenir fou. C'est-à-dire que si vous êtes en conscience, vous arrivez à contrôler vos interactions avec l'environnement et vous ne vous laissez pas envahir. Ça ne veut pas dire que vous mangez jamais rien que vous appréciez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sexe, ça ne veut pas dire que de temps en temps vous n'appréciez pas d'avoir des interactions où les autres vous honorent un petit peu, mais ça n'est plus une recherche effrénée à en devenir fou. Parce que si vous regardez bien, je suis sûr que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont à une course effrénée à la reconnaissance, à la relation, à tout un tas de choses qui sont obligées finalement de compenser sur beaucoup de choses. Alors, la méditation, la pleine conscience est à la base des approches de thérapie comportementale actuelle qu'on appelle de troisième vague. Et je crois que la pleine conscience nous aide à aller vers la flexibilité psychologique. Plus on est flexible, plus on va tolérer les choses et moins on aura besoin de compenser. Si je suis flexible, je vais mieux tolérer ce qui se passe, je vais moins être heurté quand quelque chose va m'arriver, quand quelque chose va s'opposer à moi, et je vais avoir moins besoin de compenser sur le tabac, sur boire un verre, sur prendre un aliment, et c'est quelque chose d'important. Et la flexibilité s'appuie sur 6 principes. Le premier, c'est la diffusion. C'est ne pas fusionner avec ses idées. Je n'arriverai jamais à maigrir. Pour maigrir, il faut de la volonté. Je suis quelqu'un qui n'a pas de volonté. Je suis quelqu'un qui ne vaut rien. Ou je suis quelqu'un de génial. Et d'adhérer à ça. Ne pas fusionner à ses idées, juste observer ce qui se passe. Diffusion, c'est important. Acceptation, c'est souvent un mot difficile, acceptation. Parce que j'ai un problème de poids, j'ai un trouble du comportement alimentaire, comment est-ce qu'on peut me dire que je l'accepte? Il faut différencier acceptation et résignation. Accepter, ce n'est pas se résigner à, c'est faire de la place à ce que je suis maintenant, puisqu'il y a un seul moment où je peux travailler, c'est tout de suite. Donc, si j'ai un problème de poids et que j'ai une obésité, je suis obligé de travailler avec une personne obèse, puisque c'est moi, à cet instant précis, je suis une personne qui a un problème de poids. Si je rejette ça, ça veut dire que je rejette ce qui se passe à l'instant présent. C'est-à-dire que je rejette la personne qui peut agir tout de suite. Et donc, je ne suis jamais dans une action constructive. Donc, l'acceptation est quelque chose d'extrêmement important. Et un mot plus facile, c'est peut-être faire de la place à. Oui, ça veut dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que je me résigne. Tout de suite là, je suis une personne qui a tel ou tel problème. Pour le domaine qui nous concerne, je suis une personne qui a un problème de poids. Je laisse de la place à ce problème. Ça me rend triste, je prends le constat que ça me rend triste. Mais avec ce constat, je suis une personne qui a un problème de poids, ça me rend triste, ça me donne des émotions, des serments. Je prends quand même la décision de faire des actions qui vont aller dans le bon sens, mais je ne prends pas les décisions de faire ces actions demain, je prends ces décisions de faire les actions tout de suite à l'instant présent. Donc l'instant présent est toujours au centre. Et les actions que je fais, elles ne sont pas pour perdre du poids. Perdre du poids, ce n'est pas une valeur.
perdre du poids, ça peut me servir à quelque chose. Ça peut me servir à quelque chose, par exemple, ça peut me servir à être en bonne santé pour m'occuper de mes enfants. Ça peut me servir à mieux pouvoir me déplacer pour voyager parce que découvrir les autres cultures, c'est quelque chose d'important pour moi. Je crois que si on n'intègre pas cette perte de poids dans un sens autour des valeurs, il va être très difficile d'avoir une perte de poids qui va s'engager dans la durée. Et donc, une fois qu'on connaît nos valeurs, qu'on fait de la place à ce qu'on est avec nos sensations, on peut faire des actions engagées. Et puis, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le soi comme contexte? Ça veut dire qu'on est là et qu'on est observateur de ce qui se passe en nous sans jugement. On n'est pas, le soi comme contexte s'oppose au soi concept où on se raconte une histoire sur soi. Je suis la personne qui n'a pas de volonté et qui n'arrive jamais à rien. On se détache de ça. Ou je vous ai dit, ça peut être le contraire. Je suis la personne extrêmement géniale qui dirige tout et c'est grâce à moi que tout arrive. Je peux vous assurer que même ceux qui ont ces pensées finissent par craquer et ça ne rend pas si heureux que ça. Dans la vie, on a tous des choses qui nous arrivent. Les malheurs, les douleurs, c'est quelque chose qui est inévitable dans la vie. La problématique, ça c'est normal. Cette première flèche, on la reçoit tous. La deuxième flèche, dans nos sociétés occidentales, on la reçoit tous aussi parce qu'on n'apprend pas très bien à éviter cette deuxième flèche. Et bien, la deuxième flèche, c'est de chercher à éviter la douleur. Dans notre société où on nous fait croire que le bonheur permanent est possible, on cherche une vie où on n'aurait jamais de malheur et jamais de douleur. Et avoir cette obsession et cette recherche fait que quand on reçoit la première flèche, la douleur qui nous arrive, on a de la colère contre cette flèche. Et cette colère, elle se transforme en colère contre nous-mêmes. Et tout ci ne fait qu'augmenter la douleur. Et donc, la méditation, c'est laisser s'installer et faire de la place, y compris aux négatifs de la vie, sans chercher à l'éviter et sans chercher à se battre contre, savoir que ça fait partie de la condition humaine. Et puis, vous avez même une troisième flèche. Alors ça, c'est dans le bouddhisme qu'on parle de la deuxième flèche. Et ça, c'est les psychologues. Un psychologue qui travaille beaucoup sur l'autocompassion, qui est Paul Gilbert, qui dit qu'il y a même une troisième flèche. C'est à penser que puisque j'ai été frappé par les deux autres flèches, qu'il y a de la douleur, que je suis en colère contre cette douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. C'est-à-dire que c'est le cercle vicieux et toujours sans vouloir de ce qui nous arrive. Quand des malheurs nous arrivent, ça fait partie de la vie. Et il ne faut pas se culpabiliser, même si on a fait une erreur, je dirais. Parce que faire des erreurs, ça fait partie de la vie humaine. Et si jamais on s'en veut d'avoir fait une erreur, c'est le cercle vicieux qui s'aggrave. Donc la méditation, ça sert à se poser et à regarder un petit peu tout ça. Alors l'alimentation en pleine conscience, c'est prendre conscience, pourquoi je mange. Si je ne regarde pas pourquoi je mange et ce que je mange, je ne peux pas le changer. J'ai des automatismes qui sont installés depuis des années. Il faut que je m'apprenne à les observer, donc à me poser. Il faut que je reconnaisse mes habitudes. Il faut que je regarde quand est-ce que je me fais de l'alimentation réconfort, de l'alimentation récompense, voire de l'alimentation punition. Je mange pour me punir. Et puis, je vais regarder les conséquences. Reconnaître le lien entre mon comportement et le résultat. Est-ce que quand je mange de l'alimentation récompense, ça va dans le bon sens, je me sens mieux, à ce moment-là, pas de problème. Si par contre, en regardant sans me culpabiliser, je m'aperçois que ça ne va pas dans le bon sens, ça me fait prendre du poids et ce n'est pas ce que je veux, je vais regarder ce que je peux changer sans culpabilité. Je vais regarder si je mange au-delà de la satiété. Je vais regarder si c'est plutôt bon pour moi. Encore une fois, une conscience sans jugement, avec compassion et sans intellectualisation. Je ne cherche pas à réfléchir. J'observe et je me dis est-ce que ça marche pour moi ou ça ne marche pas pour moi, sans plus. Et puis, j'essaye de m'orienter vers une alimentation intuitive et libre. Je choisis ce qui me plaît, sans effort, avec une conscience pleine, avec le sentiment de prendre soin de soi, avec beaucoup de compassion, sans honte ni culpabilité, et en prenant bien en compte toutes mes sensations corporelles. Voilà un petit peu. Et donc, juste pour terminer, après on pourra peut-être parler de répondre aux questions. Surtout, c'est d'arrêter le combat
Si j'ai une compulsion, que j'ai envie de manger un pain au chocolat, je prends conscience, je reconnais, je laisse exister, j'explore mes sensations et mon ressenti corporel instant après instant, je vis avec ma compulsion, je l'accepte, je ne cherche pas à y échapper, j'apprends à être équanime, c'est-à-dire à ne pas avoir de variation d'humeur, et puis je prends conscience que si j'accepte cette sensation, elle est comme tout, elle risque de passer. Et peut-être que cette envie de pain au chocolat va passer. Si elle passe, elle passe. Tant mieux si c'est ce que je souhaitais. Si elle passe pas, tant pis, je peux manger le pain au chocolat. Je vais décider en conscience et sans culpabilité. Voilà, je vais arrêter là parce que je m'aperçois que j'ai été un petit peu long. Je vois qu'il y avait des gens qui avaient demandé un peu des références. Et donc, sur l'alimentation en pleine conscience, il y a un livre qui est un livre de référence, qui est le livre du docteur John Chosenbay, qui est Manger en pleine conscience, redécouvrir la sagesse innée du corps. Je m'aperçois que j'ai été très très long. Hein. Soumaïa, tu ne m'as pas coupé, tu ne m'as pas dit c'est trop long. Voilà, donc j'espère que pas avoir été trop long quand même et que des personnes ont pu nous suivre. Intéressant, du coup, on a médité avec vous. On était en pleine conscience avec vous. Répondre à des questions ou je passe si tu as un commentaire. Oui. Alors, j'avais un commentaire sur ce que disait sur l'application, parce que c'était l'une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut apporter la méditation pour un professionnel de la nutrition, qu'il soit diététicien ou médecin, psychologue ou même les autres. Moi, je me rends compte en consultation que ça permet, je l'ai fait plusieurs fois ces derniers jours avec des personnes en face de moi. Il y a beaucoup de personnes qui confondent des sensations qu'ils ressentent dans leur corps. On en parlait lors de la première émission, la notion de sensation de faim est une sensation qui se ressent au niveau du creux à l'estomac. Mais pas loin de cette sensation-là, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir du stress, on peut ressentir une boule, on peut ressentir une pression, une oppression, une distension. Et en fait, c'est un petit peu comme si le fait de manger nous faisait disparaître tout ce qu'on ressent à ce niveau-là, au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire. Euh, Et la pleine conscience permet, comme si on avait une vitre avec plein de buées, la pleine conscience permet également d'enlever la buée sur cette vitre et de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'en fait, derrière cette vitre, c'est pas juste une grosse boule. Peut-être qu'en fait, je suis fatigué. Peut-être que je vais me rendre compte que c'est de la faim. Peut-être que je vais me rendre compte que c'est du stress, que c'est une boule, que c'est une tension. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en consultation, c'est-à-dire de prendre le temps de fermer les yeux. Et moi, je demande aux personnes qui sont en face de moi de mettre leurs mains sur leur ventre de faire comme s'ils avaient un appareil d'échographie et d'essayer de voir en dessous de cette main ce qui se passe au niveau du ventre. Et je leur demande, mais est-ce que vous ressentez de la faim? Est-ce que vous ressentez l'estomac plein, vide? Est-ce que vous ressentez du stress? Est-ce que vous ressentez une pression, une tension, de la joie, de la tristesse, de la colère? Et alors, le premier jour, hein, c'est difficile, mais lorsque c'est pratiqué un peu plus souvent, on se rend compte qu'en fait, oui, dans 80% des cas, je me rends compte qu'à 18 heures, quand je rentre du travail, ou 19 heures, je me rends compte que je ne mange pas parce que j'ai faim, mais je mange parce que je suis stressé, comme on a beaucoup demandé aujourd'hui. Et ça permet d'apporter une réponse autre que l'alimentation dans beaucoup de situations. Et cela permet également de faire de la place, comme tu disais Antoine, à ces sensations qu'on ressent dans notre corps. Oui, je suis stressé, j'ai de la pression, et oui, je fais de la place à cette sensation que je ressens dans mon corps. Et en faisant de la place, ça permet d'éviter de pousser dessus avec de l'alimentation, avec du chocolat, etc. Donc, je voulais juste apporter cette précision qui est peut-être finalement un apport pratique en consultation qu'on peut avoir avec les personnes qu'on a en face de nous. Merci. Alors, on a une question. Est-ce que c'est obligatoire de se retrouver seul quand on pratique la méditation?
J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, Soumaya. Oui, non, je disais non, bien sûr que non. Il y a des retraites en commun, on médite. On peut même. Il y a de la méditation en marchant. On peut méditer dans une file de supermarchés en faisant la queue. Alors attention, il ne s'agit pas de faire, encore une fois, tout est se faire en humilité. Hein. Il ne s'agit pas d'aller faire le méditant dans la queue là, et de prendre la position. Mais je peux tout à fait calmement, me centrer sur ma respiration, les yeux ouverts pour ne pas attirer l'attention spécialement. Je crois qu'on n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit, mais calmement dans la file, l'air de rien, je me centre sur ma respiration, j'attends calmement s'il y a du monde. Je trouve que les embouteillages, quel endroit magnifique les embouteillages en voiture pour méditer. Dire, aujourd'hui, je vis l'embouteillage et je lui laisse la place, l'embouteillage. Et la tension que j'ai ressentie en voyant cet embouteillage, je l'observe, je me dis, tiens, j'ai une tension, et je me sens sur ma respiration, j'envoie ma respiration dans la tension de l'embouteillage. Je peux vous assurer, ça change la vie des embouteillages. D'accord. Du coup, on peut pratiquer la méditation partout, en marchant, en mangeant, quand on est debout, quand on attend, quand on fait la queue. Chaque instant, quand on se lave les mains, quand on la douche. Moi, j'ai été surpris. Je croyais que tout le monde appréciait l'eau de la douche. Et puis, une fois dans une retraite, je ne sais plus où, on m'a dit, tiens, il y a des gens qui découvraient. Donc, du coup, j'en ai parlé avec quelques personnes. Et en fait, je m'aperçois les personnes qui ont une obésité, qui nient leur corps, prennent une douche sans appréciation. Euh, Apprendre à sentir l'eau de la douche couler sur son corps, je peux vous assurer que c'est magnifique. Des fois, moi j'aime bien quand l'eau la mettre chaude et la sentir couler sur le côté du cou, bien chaude, etc. Et là, on peut rester et apprécier. Donc, il y a la méditation formelle, je m'assois en posture, tu vois. Il y a la méditation en marchant et alors c'est pas la méditation, c'est les actions en conscience. Ça fait partie de la méditation. D'accord. Et la sophrologie? Mais la sophrologie, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ouais. Parce que alors il y a différents types de méditation. Il y a peut-être des méditations qui se rapprochent un petit peu. La sophrologie, on s'évade ailleurs. On échappe un petit peu. La méditation, on n'échappe pas. On est centré sur ce qu'on est, avec ce qu'on a. Là. Je ne connais pas bien la sophrologie, mais je sais qu'on va imaginer, on va s'imaginer ailleurs, avec les petits oiseaux qui chantent, avec la mer qui est belle, avec, je crois ne pas me tromper, hein, on est bien là-dedans. La méditation, on n'est pas là. Alors, on va pouvoir de temps en temps avoir la méditation de la montagne, où on va imaginer la montagne, mais toujours avec un recentrement sur le corps et pas du tout en échappement. Donc la méditation, c'est les choses telles qu'elles sont. Alors que la sophrologie, on est un petit peu dans le rêve quand même. D'accord. Si je comprends bien, la méditation, c'est vraiment ressentir son corps et se permettre à exister pleinement. Ouais, je crois que c'est une super définition, se permettre d'exister pleinement avec les côtés positifs et les côtés négatifs. Ce que j'aime et ce que j'aime pas de mon corps, sans jugement, justement. Il n'y a pas le j'aime et j'aime pas, où il y a la prise de conscience de j'aime pas, et de dire, bah, finalement, ce ventre que j'aime pas, j'ai un petit peu de compassion pour lui. Il n'a pas de chance, ce ventre que j'aime pas. Je prends conscience de ça et je le laisse exister. Là, pendant cette méditation, je vais lui laisser le droit d'exister à ce ventre, tel qu'il est, aujourd'hui. D'accord, sans vouloir changer les choses. Sans vouloir changer. Et en sachant, alors ça c'est super important, parce que toujours côté résignation, mais sans changer, mais tout change d'instant en instant. C'est-à-dire que ce ventre, il sera peut-être plus le même dans quelques mois, mais seul l'avenir nous le dira, puisqu'en tout cas, la seule chose que je peux savoir, c'est comment il est maintenant. D'accord. Je regarde si on a d'autres questions. Alors, il y en a des personnes qui ont pratiqué ça dans le confinement, qui nous disent la méditation m'a aidé pendant le confinement.
Alors, je vois le mot, peu importe dans le contexte, mais moi, je vois le mot réussite dans le commentaire. Attention, quand on est dans la médiation, je vous répète ce que j'ai dit au départ, rien à réussir, rien à échouer. C'est à observer ce qui est. Et si j'échoue, j'observe que j'ai le sentiment d'avoir échoué. J'observe, en fait, je me dis, je ne fusionne, je parlais tout à l'heure de diffusion, je ne fusionne pas à l'idée j'ai échoué. J'observe, tiens, j'ai la pensée j'ai échoué qui est passée dans ma tête. Ça n'est qu'une pensée. Qu'est-ce que j'ai échoué? Je ne suis pas obligé d'adhérer à ça. Mais le fait est que j'ai eu cette pensée. Je n'ai pas de volonté. Ah, tiens, c'est une pensée. Tous les mots que nous avons dans notre tête et qui passent ne sont que des pensées. Et là aussi, la méditation aide à ne pas fusionner avec ces pensées. Et donc que ce ne soient plus les pensées qui me dirigent, mais ma conscience pleine, où je vais faire des choix en conscience et pas dirigé par des pensées automatiques. D'accord. Donc, merci beaucoup, professeur Avignon. Merci beaucoup, docteur Attalin. On est arrivé à la fin de notre live. On a terminé notre heure de méditation, pleine conscience et nutrition. Donc, je vous remercie de partager votre savoir avec nous. Et je remercie tout le monde qui ont participé avec leurs commentaires ou leurs questions. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et au revoir. Prenez soin À de vous. bientôt. Merci. Au revoir. La plateforme Avitam pour avoir quelques conseils d'alimentation en pleine conscience quand même. Ah oui, ah oui. Je cesse de répéter ça, je l'ai oublié cette fois-ci. Ah ben oui, mais je continue. Allez. Donc oui, la plateforme Avitam, donc on est vraiment basé sur 4 piliers, donc l'alimentation, les émotions, le sommeil et l'activité physique. Et la plateforme Avitam propose plusieurs informations, plusieurs articles, plusieurs conseils pour comment pratiquer la pleine conscience tout en mangeant ou avec notre quotidien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je répète toujours que c'est gratuit pour les professionnels de santé et pour les patients. Et donc, ce qui est important aussi, elle est hautement sécurisée et la plateforme est vraiment fiable à 100% parce qu'elle est faite par de vrais professionnels de santé, donc principalement par le professeur Avignon et le docteur Attalin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci, bonsoir. Allez, à bientôt. Je vous Au dis revoir à tous. et à notre live. Au Au revoir. revoir.